Bonsoir, bienvenue dans l'émission Remettons les pendules à l'heure. Alors aujourd'hui, nous allons réagir à propos donc du meeting d'Éric Zemmour à Chaumont-sur-Tharonne, au cours de laquelle il a fait une proposition originale, à savoir donner 10 000 € pour chaque naissance d'enfants, de couples vivant en zone rurale et installés depuis au moins 2 ans. Alors effectivement, on peut dire, cette mesure a pour intérêt de relancer donc la vie dans les zones rurales qui deviennent des zones mortes, relancer la démographie, peut-être même encourager des citadins à s'installer en zone rurale. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu plus, on s'aperçoit que cette mesure n'est pas du tout adaptée au but qu'elle se propose. En effet, on peut craindre que de la même manière qu'on reprochait à des personnes de faire des enfants et de vivre sur les allocations familiales, on peut tout à fait supposer que ces primes soient des encouragements donc à des femmes à faire accoucher des femmes, que ce soit même peut-être même une exploitation qui s'installe, comme ça se voit dans d'autres pays avec les mères porteuses. Donc sans aller jusque-là, mais en tout cas augmenter le nombre d'enfants dans des familles démunies qui chercheraient donc par ce moyen-là à avoir un revenu. Alors qu'effectivement, si on veut qu'un enfant se développe dans de bonnes conditions, eh bien, il est préférable qu'il se développe dans une famille où les parents donc ont un travail. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il soumet sa proposition à ce que les parents aient un emploi, enfin bref, j'en sais rien. Mais il me semble que et puis donc ce serait des femmes, donc encourager des femmes à avoir comme autrefois des familles nombreuses. Or, globalement, au niveau même de toute la planète, on sait que la démographie, il faut à un moment donné que ça se stabilise. Il n'est pas question d'avoir une démographie qui progresse, mais plutôt un équilibre démographique qui n'entraîne pas des changements sociologiques. Car en fait, ce sont souvent, maintenant, quand les femmes travaillent, qu'elles s'entrent dans la vie professionnelle assez tardivement. Donc, vous avez toute un lot ça s'est vu d'abord en Allemagne, maintenant ça se voit en France, où la plupart des femmes, à 30 ans, n'ont pas eu encore même un seul enfant, et sont axées essentiellement sur la vie professionnelle, qu'elles commencent tardivement. Donc, moi, il me semble que l'effort doit porter plutôt là-dessus. Donc, en favorisant effectivement l'emploi, en favorisant le fait, donc ce que j'avais fait comme proposition, moi, c'est que les femmes qui ont un enfant puissent avoir droit à un congé maternité de 6 mois à 2 ans, au cours duquel elles pourraient toucher jusqu'à 70% donc de leur salaire. Et évidemment, y compris des femmes d'agriculteurs qui peuvent être considérées comme des salariés de leur époux. Cela aurait aussi l'autre avantage, c'est que par la même occasion, donc si ces femmes s'arrêtent sur un temps assez long, que cela est pris en charge donc par l'État, eh bien, en ce qui concerne les employeurs, ils auraient l'obligation de prendre un remplaçant, que ce soit un chômeur de longue durée ou un premier emploi. Il me semble d'autre part que pour développer justement les zones rurales, ce qu'il faut, c'est plutôt encourager le déplacement d'entreprises, voire d'enseignement, de certains types d'enseignements qui ne nécessitent pas forcément d'être en zone urbaine, comme par exemple la faculté de médecine dans un des hôpitaux, mais vous avez d'autres types d'enseignements, les lettres, je ne sais quoi, qui pourraient être éloignés en dehors des métropoles, d'accès facile justement
par les trains. C'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est développer des villes petites et moyennes qui se trouvent le long des grands axes ferrés, le long des TER. Par exemple, le long de l'axe entre Lyon et Genève. Ça pouvait même faire venir des enseignants par train qui pourraient venir de Lyon, qui pourraient venir de Genève, etc. Vous pouviez avoir des systèmes, donc justement, par le train d'employés qui se déplacent jusqu'à un endroit en habitant ailleurs. Et également, il faut organiser, donc, alors là, pour un autre but, dans le but écologique, si on veut diminuer, par exemple, le CO2, hein, la pollution, etc., eh bien, il faut que les gens puissent disposer de leur voiture peut-être pour les loisirs, mais pour leur travail, au lieu de voir ces zones, ces zones industrielles, etc., avec des immenses parkings là pour les salariés, il serait bien préférable qu'il y ait des systèmes de ramassage collectif qui soient organisés en direction justement de cités ouvrières qui se trouveraient un peu plus à l'extérieur de la métropole. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, cette idée de donner une somme d'argent pour le premier enfant, effectivement, pour des gens qui ont un métier qui ne pouvaient pas, qui ne seraient pas salariés. Donc au lieu de toucher cela, on pourrait leur donner, comme des agriculteurs, cette somme d'argent pour les aider donc à développer leur ferme, ou d'autres développer une entreprise. Mais il me semble que c'est une idée qui mériterait d'être modérée. En tout cas, celle qui marcherait à coup sûr, c'est de 6 mois à 2 ans, donner aux femmes déjà 70% de leur salaire. Pour ce qui est donc des femmes qui pourraient être assimilées à des salariés, et peut-être une somme d'emblée pour celles qui auraient un travail plus libéral, un travail libéral. Donc voilà ce que j'avais à dire. Parce qu'on peut craindre qu'il y ait une exploitation même des femmes, hein, parce qu'on a tout vu. Hein. On a vu le problème des mères porteuses. On a souvent critiqué en disant qu'il y avait des familles, des grandes familles qui vivaient des allocations familiales. Alors là, 10 000 euros par naissance, bon, ben ça c'est encore un autre enjeu. Hein. Je pense que, comme tout ce qui est frauduleux, trouve un moyen d'exploiter tous les systèmes, surtout dans la situation où on est actuellement au point de vue économique. Je doute que cette mesure ne donne pas lieu à des méthodes frauduleuses. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, on va peut-être passer à un autre sujet. On va revenir au sujet des prénoms. Donc voilà. Alors, livre des prénoms. Prénom, alors tome 1, prénom français lié à un lieu géographique. Donc en fait, il s'agissait d'un autre débat qui avait été également ouvert par Éric Zemmour. Il avait donc ouvert ce débat sur l'importance de donner un prénom français, c'est-à-dire donc un prénom que l'on trouve sur le calendrier, d'après lui, afin de renforcer l'identité nationale et favoriser l'assimilation. Il faudrait peut-être revoir ce calendrier pour la raison suivante. Bien des prénoms de ce calendrier sont tombés dans la désuétude, quand d'autres plus modernes mais populaires n'y sont pas. D'autre part, les prénoms français ont pour la plupart une origine plus ancienne que la France et sont d'origines diverses, latine, hébreu, germaine, scandinave notamment. Or, si un prénom doit favoriser l'assimilation, il doit avoir un sens, faire référence à quelqu'un ou quelque chose. On peut donc distinguer les prénoms se référant à un lieu géographique, exemple une ville comme Florence, Roméo pour Rome, des régions, Picard, Normand, ou ethniques, germains, normands, puisque c'était le nom des vikings s'installant en Normandie,
Et on pourrait, pourquoi pas, proposer Gaule pour les filles et Gaulois pour les garçons. Celte, celtiste, pour être des prénoms mixtes, puisqu'on a pour les pays aussi, on a donc France, Francine, Francis, François, François, parce que je vous rappelle que le « est » n'existait pas dans le vieux français, mais c'était « oie ». Donc en fait, François veut dire français. Il pourrait également faire référence à des lacs, à des caps, à des monts, à des sites géographiques. Donc voilà cette première catégorie. Ensuite, on peut avoir les prénoms qui se réfèrent à la religion juive ou chrétienne. Donc ça, c'est ce qui existe, hein. Par exemple, Aimé, Amédée, qui dérive du latin Amadeus, signifiant aime Dieu, idem honoré, Dieu donné, ou se référant à des fêtes religieuses, Noël, Noémie, Pascal, Pascaline, Toussaint. Les prénoms se référant à un saint, mais l'écolobabisme, qui est une philosophie de protection de la vie, propose de prendre donc l'écolobabisme propose également de prendre comme prénom avec pour référents des humanistes, des héros de la lutte contre le nazisme, c'est-à-dire des résistants, maguisards, tout ce que vous voulez, ceux qui ont protégé des juifs, etc. Chercheurs à l'origine d'une nouvelle science ou technique, ceux qui ont conduit à la construction de notre monde. Il propose également de prendre pour prénom les noms de chercheurs donnés, donc les noms des chercheurs qui ont été donnés à une théorie, un objet céleste, par exemple la loi Ampère pour ce qui est de l'électricité, donc à une loi. L'évolution, on a Darwin, mais Darwin de toute façon c'est déjà un prénom en anglais, donc là on n'a pas de problème. Pour cela, je vous invite donc à consulter les vidéos des calendriers sur ma chaîne YouTube, marijeannejourdan.fr. Ensuite, on a les prénoms universels, c'est-à-dire des prénoms qui sont liés à des éléments de l'univers, que ce soit la Terre, les planètes, le Soleil, etc. Donc, comme exemple, on a les prénoms dérivant d'Apollon, dieu soleil des Grecs. Donc, on a Apollon, Apollos, Apollinaire, Apollonie, Apolline, Pauline et encore plus simplement Poly. On avait également, j'ai obligé de le noter, en Polonia, c'est-à-dire on enlevait le A, puisque ce qui a donné en fait Pauline, c'est Polonia. Donc Polonia, ça fait penser aussi à la Pologne. Prénom lié à la mer, comme Marie, parce que Marie en fait c'est la mer aussi, pris au sens de l'élément marin, marin, marine, etc. Des références à la forêt, Sylvestre, Sylvie, Sylviane. On a aussi le prénom plus récent d'Océane. Ensuite, nous avons la catégorie des prénoms liés à la faune ou la flore. Rose, Marguerite, Amandine, bon ça pour les plus courants, mais donc on pourrait en trouver d'autres, puisque si on accepte un prénom de Rose, du moment que ce n'est pas un prénom qui puisse prêter au ridicule, eh bien il n'y a aucune raison. Par exemple, on ne va pas appeler un enfant cacahuète ou cornichon, mais autrement, à part ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas admettre d'autres prénoms liés à des noms de fleurs ou que sais-je, hein, puisque on a aussi Thècle, par exemple, qui est dans le calendrier, et Thècle, en fait, c'est une famille de papillons. Donc, dans ce premier tome-là je vais vous présenter, nous allons donc lister les prénoms qui sont liés à des villes ou des régions et en proposer également des nouveaux. Dans le calendrier français, le nom d'un seul pays, France, peut être pris comme prénom, ainsi qu'Europe, qui est aussi d'ailleurs un prénom, hein. Mais puisque dans la mythologie grecque, on a une jeune fille Europe qui est enlevée par le dieu le plus puissant, quoi, Zeus, avec qui donc il aura un enfant. Donc dans ce premier tome,
Ah oui, donc je vous disais, donc de même la capitale, les villes, préfectures ou sous-préfectures, ou les villes prestigieuses des pays latins, par exemple, récemment, donc on a trouvé une immense cité qui est sous l'eau en Italie, mais qui en fait était une cité où qui était un peu le Deauville de l'époque, où les gens donc de la haute société allaient se reposer au bord de la mer, que c'était une ville donc très orientée à la fois sur la pêche et le divertissement, et je crois que c'était Bahia. Euh, donc voilà, on pourra voir Sparte et Athènes, donc pour les villes, pour la Grèce également, par exemple. Donc on verra ça en détail. Donc nous allons donc nous concentrer à proposer un prénom par département français ou lié à une région, un prénom ou plusieurs. Donc voilà, donc je vous présente donc pour ce qui est Rhône-Alpes-Auvergne, donc dans l'Ain. Nous avons préfecture Bourg-en-Bresse, d'où sont tirés les nouveaux prénoms Bressan, Bressane, sous-préfecture Belay, prénom masculin, eh bien on fait une contraction avec l'un et ça nous donne Bellin. Sous-préfecture de Nantua, Nantua devient prénom féminin. Oyonnax devient prénom non. Sous-préfecture Saint-Julien-de-Genevois, ben, Julien est mis à l'honneur. Ardèche, nous avons Privas qui pourrait être un prénom masculin et Ardèche un prénom féminin. Dans la Loire, nous avons déjà Étienne pour la ville de Saint-Étienne et ce prénom devient mixte si pris comme se référant à la file. Savoie, Haute-Savoie, nous avons donc Albert pour Albertville, Jean pour Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry pour être pris comme prénom masculin, Annecy comme prénom féminin, puisque nous avons par exemple Nancy en français qui donne Nancy en anglais et qui est un prénom très répandu dans le monde anglo-saxon. On pourrait savoir Savoie avec un Y qui serait un prénom mixte. Donc je vais peut-être pas tout vous énumérer, mais donc si ça vous intéresse, euh, envoyez-moi donc mettez-moi un commentaire et je vous ferai donc parvenir toute la liste où je trouverai un moyen parce que c'est pas pratique les PDF pour pouvoir arriver à les mettre donc sur Facebook. Voilà, sur ce, donc je vous laisse. Alors, oui, attendez, je vais peut-être pas vous donner jusqu'à quelques exemples plus vers la fin. Donc, j'avais pas fait comme ça lister toutes les régions, hein. On retrouve des vieux prénoms, par exemple des prénoms il y a aussi des villes qui en fait sont des prénoms ou des monts comme le mont Marnan et Marnan est un ancien prénom. Alors, simplement, on peut aussi avoir des prénoms qui peuvent être liés à des villes étrangères, puisqu'on a l'exemple de Florence et de Rome. Donc pour le Maroc, on pourrait avoir Blanca pour Casablanca, Rabat, masculin, Marrakech, féminin. Algérie, bon ben, on pourrait dire Algéran, Algérane pour la ville d'Alger. Tunisie, on pourrait avoir Tunis qui serait mix, Carthage. Pour la Libye, on pourrait avoir Libya, Libyen, Libyenne. Puisque ça rappellerait un peu Étienne, comme Étienne par exemple. Égypte, eh ben, on a déjà le prénom Alexandrie pour la fameuse ville d'Alexandrie, donc tout ce qui est en rapport avec Alexandre. Et je propose aussi de prendre Hatshepsut, ou les prénoms qui en sont dérivés, puisque Hatshepsut est un symbole pour l'émancipation féminine, puisqu'elle a été le premier pharaon femme à régner sur l'Égypte, donc il y a plusieurs millénaires donc avant Jésus-Christ. Pour Israël, on a Galilée, puisqu'on a eu le célèbre astronome Galilée, déjà de toute façon, donc on a un antécédent. On pourrait de même prendre Tibériade, le fameux lac de Tibériade auquel Jésus d'ailleurs prêchait, hein, et qu'il a récupéré ses apôtres, puisque Tibériade est donc à la fois un lac et une ville. Aviva,
qui pourrait être un prénom féminin en l'honneur de Tel Aviv, ainsi que Haïfa, qui est aussi une ville donc d'Israël. Bon, ensuite, on voit un petit peu en dessous le Liban. Bon, il y a le prénom Cèdre. Pour les filles, on pourrait trouver Liban, etc. Voilà, pour que vous en ayez un peu principe, l'idée. Et ce que cette démarche intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Merci.